bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la France, une nouvelle place dans le monde, 1945 à 1970. Dans ce 1670 pour les vrais français, dans ce tutoriel nous allons parler de la place de la France dans le monde, mais aussi de voir le changement du rôle international de la France. En effet, nous commençons en 1945, la France détruite d'un point de vue politique par la Seconde Guerre mondiale, qui avait divisé la France en deux entre le régime de Vichy et la résistance, et apparaît comme un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, car le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, est l'héritier de la résistance, et donc l'État français se place comme victorieux aux côtés des Américains, des Anglais et des Russes. Cependant, la France retrouve en apparence son rôle international, en retrouvant un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est créé en 1945, mais également en retrouvant l'intégralité de ses colonies. Il n'en reste pas moins que la France est quand même affaiblie politiquement par cet échec politique et sa division interne, notamment par le changement au cours de cette période de son rôle international. On le verra. La France, c'est quoi en 1945? C'est tout d'abord un régime politique et la République, la 4ème République qui se remet en place. C'est également un pays qui n'est pas tant détruit que ça par la guerre. S'il y a environ 400 000 morts, l'état industriel du pays est relativement correct, bien que le PIB soit quand même bien amoindri par un certain nombre de destructions, mais surtout de désorganisation. Et c'est un pays d'environ 40 millions d'habitants, qui est un pays moitié rural, moitié urbain. On est de l'ordre du 50-50 en 45, et on est dans un pays qui cherche surtout à se reconstruire. Les années 50 à 70 sont des années de reconstruction et de changement pour la France, mais notamment du point de vue de son rapport au monde. Donc on verra la nouvelle place qu'a la France dans le monde entre 45 et 70, en voyant en quoi ces changements internes sont cause de cette transformation. Alors tout d'abord, nous allons commencer, premier point, avec l'évolution du rôle international de la France, qui va changer en passant d'une puissance coloniale à une puissance européenne. Donc tout d'abord, la France perd son statut de puissance coloniale. En effet, dès 1945, la France perd ses mandats de la Syrie et du Liban. Des premières révoltes coloniales se font sentir, avec les massacres de Sétif en 1945 ou la révolte malgache en 1947. Ces premières révoltes coloniales ne débouchent pas sur un début de colonisation, cela viendra plus tard. Néanmoins, la guerre d'Indochine commence dès 1945 et la France rentre dans sa première guerre de décolonisation. Le mouvement de décolonisation commence plutôt en Asie et la France se bat contre Ho Chi Minh et les communistes au nord. En cela, elle est aidée par les Américains, mais la défaite de Dien Bien Phu en 1954 sonne le glas de la France et la France s'en va de l'Indochine. Et elle commence sa deuxième guerre de décolonisation. Cette deuxième guerre de décolonisation, c'est la guerre d'Algérie, mais on y reviendra plus spécifiquement dans le point suivant. Et guerre de décolonisation qui se traduit par la décolonisation de l'Algérie en 1962 et l'indépendance de l'Algérie le 1er juillet 1962. Entre-temps, la France, dont l'essentiel des colonies était africaine, décolonise l'Afrique. En 1956, le gouvernement Mollet donne les premières autonomies. En 1958 est créée la communauté. Et en 1960, tous les États africains sont décolonisés, entre guillemets, instantanément, sans demander leur avis. Il y aura même certains États qui n'étaient pas forcément en mode nationaliste, comme par exemple le Gabon qui demande en 1964 à devenir un département français. Aux Comores d'ailleurs, Mayotte est restée française à ce moment-là. Enfin, c'est un peu plus tard Mayotte. Donc voilà, on voit que la décolonisation, la France perd une grande partie de son territoire. Parce que la France à l'époque, les colonies font partie de la France. Même si les citoyens des colonies ont des droits inférieurs, d'ailleurs cause de la volonté de décolonisation, ils font partie de la France. Donc la France perd ce rôle international au travers de la perte de la décolonisation. Alors pourquoi la décolonisation? Déjà, parce que c'était un mouvement international qui était inéluctable. 2, parce que la France, il y avait des mouvements nationalistes. Pas partout, mais des mouvements qui donnaient l'indépendance. 3, parce qu'il y avait un certain malaise. Dans le sens où les colonies qui avaient participé relativement massivement à l'effort de guerre, au travers des indigènes, qui ont eu pas mal de morts et des tirailleurs sénégalais, n'ont pas été reconnus à juste valeur. Il n'y a pas eu, si vous voulez, d'États-Unis français, il n'y a pas eu d'égalité, on va dire, de traitement entre les indigènes et les soldats français, même pas du point de vue des soldats, du point de vue des populations également. Il n'y a pas eu de volonté d'assimilation finalement, et ça, ce double statut n'était plus tenable. Après, il y a aussi le fait que les États-Unis et l'URSS ont lutté contre la colonisation française au travers
au travers de leur diplomatie, et notamment un des points de lutte contre la puissance française et la puissance coloniale française franco-anglaise, c'est la crise de Suez. La crise de Suez, c'est un excellent exemple de ça. En 1956, pour s'opposer à la nationalisation du canal de Suez, dont la société par action était capitalisée par les Français et les Anglais. Je vous rappelle que c'est la France qui a construit le canal de Suez en 1869, inauguré par Eugénie Montijo, la femme de Napoléon III, en 1869. Le canal de Suez est nationalisé de force par Gamal Abdel Nasser, le dirigeant de la Libye, de l'Égypte. Les Français ne l'acceptent pas, et les Anglais non plus, et du coup ils envahissent le canal de Suez avec des parachutistes, avec l'aide de l'armée israélienne qui envahit le Sinaï. Les USA et l'URSS de Khrouchtchev n'acceptent pas. L'URSS menace d'utiliser la bombe atomique, et l'ONU demande aux Français et aux Anglais de se retirer. Les Français et les Anglais obéissent, et là c'est la démonstration de force que la puissance internationale de la France n'est plus ce qu'elle est en 1956. La France, qui est en pleine décolonisation, en difficulté en Algérie, n'a pas les moyens face aux deux grands, et dans la guerre froide, la France n'est plus une puissance, et cette espèce de nouvelle guerre coloniale qui avait été emmenée en 1956 en voulant imposer quelque chose à l'Égypte, ce n'est plus pensable, et ça montre bien ce changement de rôle de la France. Ensuite, il y a également la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, ça c'est le changement très important pour la France dans son plan mondial, et c'est aussi le changement qui touche le plus les Français parce qu'il a un retentissement très fort jusqu'à aujourd'hui. Alors, la guerre d'Algérie n'est pas une guerre comme les autres. En effet, c'est une guerre décoloniale particulière parce que l'Algérie est une colonie particulière pour la France. Conquise en 1830 contre les Ottomans, l'Algérie est une colonie de peuplement, et elle est constituée de 3 départements. Dans la colonie, il y a environ 1 million d'Européens, essentiellement des Français, quelques Espagnols fuient la guerre d'Espagne, des Juifs, très peu, qui seront à mettre du côté des Français, et des musulmans. Une masse de musulmans qui représente 8 à 9 millions de personnes. Cette masse de musulmans est composée elle-même d'Arabes, plutôt sur les côtes, et d'Amazighs ou de Berbères, comme les Kabyles, qui eux ne parlent pas arabe, et il n'y a pas au début d'unité dans le peuple algérien. Néanmoins, le nationalisme algérien, qui se développe dès les années 30, autour de Messali Hadj, c'est un mouvement qu'on appelle le MNA, et le FLN, le Front de Libération Nationale, qui n'ont pas, on va dire, d'accointance avec ces différents types de populations. Néanmoins, il se développe un mouvement nationaliste qui vise, sinon à l'indépendance de l'Algérie, ce qui veut le FLN, à une reconnaissance des droits des populations indigènes. Seulement, malgré quelques projets, il n'y a à aucun moment eu une égalité de traitement entre les citoyens musulmans et les Européens. Les Européens envoient des députés, ils ont une représentation nationale, alors que les musulmans n'ont à peine une représentation locale, et c'est que après 1945 qu'ils élisent leur maire, et par contre ils ne participent pas à la représentation nationale. Il n'y a donc pas d'égalité. Du point de vue de la richesse également, les minorités... La minorité européenne détient toute la richesse économique, enfin pas l'essentiel de la richesse économique, l'essentiel des terres et surtout les terres les plus fertiles. C'est une économie agricole qui marche très bien, l'Algérie, avec des grandes oliveraies, des grandes vignes, et qui exporte des biens agricoles et des vergers importants qui exportent vers la métropole. Néanmoins, cette économie est tenue par les Européens, et cela crée des inégalités. On ne vit donc pas ensemble en Algérie. Il y a une vie européenne et une vie musulmane, quelque part. La crise des événements de l'Algérie commence le 1er novembre 1954 avec la Toussaint Rouge. Donc c'est une série d'attentats du FLN qui se développe, et on parle alors d'événements d'Algérie. La France réagit de manière relativement martiale, tout en essayant de ne pas se mettre à dos la population. Il s'agit de réprimer le FLN, et de mettre dans son camp les Algériens. Les Algériens qui se mettront dans le camp de la France, on appellera les Harkis. Et donc les Harkis sont ceux qui vont être des supplétifs de l'armée française. L'armée française réprime donc ceux qu'elle appelle les terroristes, le FLN, et c'est le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, qui d'ailleurs se déplace en 1954. Néanmoins, rapidement, l'insurrection se développe. En 1956, Guy Mollet, qui obtient les pleins pouvoirs, envoie le contingent, 400 000 soldats du contingent, donc le contingent c'est du service militaire, sont envoyés en Algérie. La situation commence à être critique parce que la population française n'est pas prête à ces pratiques d'envoi de jeunes militaires qui sont terroristes. Donc c'est la chanson de l'Algérie par exemple de Serge Lama qui résume bien cette situation de Serge Lama qui a cherché son service militaire en Algérie. Néanmoins, sur le plan militaire, la France, au prix
de la torture hein, qui a été pratiquée pendant la bataille d'Alger, au prix d'un quadrillage d'Alger total, avec la bataille d'Alger donc, en 1957, réussit à réduire militairement le FLN, FLN qui est armé principalement par des marchands d'armes suisses ou allemands, mais surtout par la Russie, qui a des armes, pas en grande quantité, mais qui a des armes. Bref, militairement, le FLN est plutôt vaincu, et l'armée française en sort victorieuse. Cependant, il faut maintenir un grand contingent en Algérie, et il n'en est pas question. Alors le tournant vient en 58. En 58, en effet, le gouvernement Fimelin qui arrive au pouvoir en France projetterait, selon les dires de certains, de négocier avec le FLN. Il n'en est pas question pour l'armée française à Alger. Armée française à Alger qui finit plus avec un coup d'État le 13 mai 58 et qui met en place un comité de salut public. Comité de salut public qui lui-même demande l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Au début, ils ne sont pas entendus, mais en France, la pression se fait de plus en plus forte. Suivant Alger, Ajaccio, l'armée à Ajaccio se place en insurrection. Le général Massu appelle le général de Gaulle au pouvoir officiellement, et cela va plus loin que ça, avec des mouvements de troupes au Bourget. Bref, le René Coty cède, Fimelin démissionne, et le 28 mai, de Gaulle est appelé au pouvoir. Le 1er juin, il a les pleins pouvoirs. Le 3 juin, il va à Alger, et il dit « Je vous ai compris ». Tout le monde a compris que de Gaulle était revenu au pouvoir sous pression de l'Algérie française. Néanmoins, progressivement, de Gaulle, déjà début de l'année 59, propose l'autodétermination. Ça veut dire qu'il dit il faut falloir que les Algériens se déterminent tout seuls. Alors là, les pieds noirs, qui sont les Français, les Européens habitant en Algérie, comprennent que de Gaulle va demander l'avis aux Algériens, mais à quels Algériens? Seulement aux Algériens français, ou alors à tout le monde? Et le référendum sur l'autodétermination a lieu l'année suivante, et les Algériens, donc musulmans plus français, français plus les Français métropoles, votent pour l'Algérie indépendante, pour l'autodétermination. Et donc, cette autodétermination prévoit un processus de règlement de la situation des Algériens. Donc là, De Gaulle, en fait, avait dit sans le dire ce qu'il voulait faire, et il entame des négociations à partir de ce référendum avec le FLN. Et le FLN, donc ces négociations, vont sur le chemin de l'indépendance. Et en fait, l'autodétermination se transforme progressivement en indépendance. Des négociations qui commencent entre le FLN et le gouvernement français à Évian, qui débouchent sur les accords d'Évian le 19 mars 1962. Accords qu'on verra ensuite. Cependant, les Français d'Algérie ne se laissent pas faire, et sentant la traîtrise de Gaulle qu'ils avaient vue comme leur champion, se révoltent. Ils font des attentats, et l'OAS, Organisation Armée Secrète, fait des attentats en Algérie mais également en France pour mettre la pression. En avril 61 a lieu le coup d'état des généraux à Alger. Les généraux Salan, les généraux Chal, les généraux Zeller prennent le pouvoir et mettent en place un comité de salut public et demandent le départ du général de Gaulle, et bien sûr s'autonomisent de la France. Sauf que cette fois-là, ça ne marche pas. Le général Massu, qui est sur place, reprend le dessus. Les généraux fuient à l'étranger, et le coup d'État est débouté. Et finalement, l'armée française reste fidèle à De Gaulle en Algérie. Donc les accords d'Évian interviennent. L'Algérie doit avoir un référendum sur l'indépendance. Référendum qui est approuvé à 99% en Algérie, puisque c'est un référendum qui n'est pas démocratique. Donc il n'y a pas de possibilité de voter non pour l'indépendance. Il est contrôlé par le FLN, ce référendum. Et le 2 juillet 62, l'Algérie accède à l'indépendance. L'Algérie est donc indépendante. Seulement, c'est la douleur pour les pieds noirs qui doivent, entre le 19 mars 62 et le 2 juillet, fuir. L'armée française organise leur rapatriement. Les harkis se font massacrer, on estime à 70 000 morts. Cette guerre laisse donc des mémoires douloureuses, avec deux versions de l'histoire. La version harki et Pieds Noirs, qui est un abandon de la France et un oubli de leur terre. La chanson J'ai quitté mon ciel bleu, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon ciel bleu, ma vie, ma triste vie. Je reste sans raison de Enrico Macias montre bien cet échec des Pieds Noirs et cette douleur. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Alors que de l'autre côté, le FLN présente la guerre d'Algérie comme une lutte d'indépendance victorieuse, et
et a sa propre vision de l'histoire. Alors maintenant, après avoir vu la France dans la décolonisation, et donc le changement de rôle international de la France, du coup, dans son rôle international, devient une puissance européenne. La France est en effet un moteur de la construction européenne, et ce, dès l'après-guerre. En effet, après-guerre, il y a l'idée de plus jamais ça, plus jamais reproduire la Seconde Guerre mondiale, et l'idée de plus jamais ça qui débouche tout de suite sur l'idée d'une construction européenne. Cela débute avec la CECA en 1952, l'idée lancée par Robert Schuman, qui est ministre des Affaires étrangères de la France, c'est de mutualiser les productions de charbon et d'acier, CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et donc, ça a pour but, l'idée est en gros que si jamais on mutualise les productions fondamentales pour l'armement, mais également pour l'industrie, il n'y aura plus jamais de guerre entre la France et l'Allemagne. Mais l'idée qui fonctionnera d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est la première décision de construction d'une instance supranationale. En effet, la CECA a une haute autorité qui gère les quantités de charbon produites, et surtout elle vérifie que les droits de douane et les barrières à l'échange à l'intérieur des pays membres de la CECA, donc les 6 fondateurs, finalement l'Allemagne, l'Italie, la France et les 3 pays du Benelux, puissent commercer librement sur ces produits fondamentaux. Jean Monnet est le premier président de la CECA. C'est donc un début de construction européenne. Cependant, cet espoir est vite douché par l'échec de la CED, Communauté européenne de défense, en 1954. En effet, les Américains et l'OTAN souhaitent fédérer les armées européennes qui sont favorables aux Américains derrière la CED, notamment pour faire pacte au pacte de Varsovie qui se mettra en place en 1955, qui est bien sûr sponsorisé par l'URSS. Et donc, cette armée européenne serait un bouclier contre les soviétiques. Cependant, pour la France, mutualiser son armement avec l'Allemagne, c'est impensable. Bon, déjà parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale et puis parce qu'on a un passif avec les Allemands, mais aussi parce que il y a un traité qui interdit à l'Allemagne d'avoir la bombe atomique. Or, la France, si elle est armée avec l'Allemagne, n'aura pas la bombe atomique. Et ça, il n'est pas question pour la France qui a déjà lancé son programme atomique. Et donc, du coup, une question de souveraineté qui fait que l'armée française doit rester autonome. Et les députés français rejettent bien sûr le projet de CED. C'est un échec du coup pour la construction européenne, mais en 1957, avant que De Gaulle arrive au pouvoir, De Gaulle qui avait fortement lutté contre la CED, est mis en place le traité de Rome qui met en place la communauté économique européenne. Communauté économique européenne qui vise à l'émergence d'un marché commun, à savoir qu'il y ait une mise en commun d'un certain nombre de normes, mais surtout la mise en libre-échange. Donc la mise en commun des marchandises, donc les biens et les marchandises peuvent circuler librement ainsi que les capitaux très rapidement à l'intérieur de la communauté, mais surtout c'est la fin des droits de douane et du coup progressivement on arrive à un marché de libre-échange qui débouche sur un marché unique où il y a un tarif unique, où le tarif douanier est commun vers l'extérieur et donc cette communauté économique européenne approfondit ses accords économiques internes et débouchera plus tard vers l'Union européenne, la monnaie unique, etc. Donc, cependant, on reste à 6, parce que quand De Gaulle arrive au pouvoir, De Gaulle est contre la vision fédérale de l'Europe. Il est pour une vision unioniste, c'est-à-dire que la vision fédérale vise à penser que les instances supranationales, élues par les citoyens, vont décider et seront au-dessus des États. De Gaulle est contre cette vision, il est pour une vision unioniste, c'est-à-dire que l'Europe est une construction de gouvernement, et que c'est les chefs de gouvernement, entre eux, qui décident des projets européens. Et il va s'opposer aux instances européennes et pratiquer à la communauté économique européenne, à partir de 1965, la politique de la chaise vide, refusant de s'investir dans les instances européennes. Et d'ailleurs, l'élargissement au Grand-Breton, donc au Royaume-Uni, ne s'effectuera qu'après la mort de Gaulle en 1971, De Gaulle refusant strictement que les Anglais soient partie prenante à la construction européenne. Cela nuirait à la France, mais également favoriserait une intégration européenne que la France de Gaulle ne souhaite pas encore. Il est évident que la France a perdu son rôle de puissance coloniale et elle est devenue une puissance européenne, moteur de la construction européenne. Cependant, le deuxième point de notre exposé, c'est que la France connaît des changements internes, qu'il faut maintenant qu'on explique, qui vont précipiter ces changements au niveau international. En effet, vous verrez dans cet exposé, on va approfondir au fur et à mesure. Donc, pourquoi ce changement de politique interne? Alors, il faut revenir tout d'abord à la première partie. On va changer de république. On va passer de la 4e à la 5e république.
Et c'est ce changement de République qui va permettre l'émergence de la France gaulienne et ce rôle international un peu indépendant construit de Gaulle. Alors, commençons au commencement. En 1944, c'est le gouvernement provisoire de la République française. La France est parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais elle doit trouver un nouveau régime. Et très rapidement, en 1945, on décide à la fois de ne pas reprendre la Troisième République. Albert Lebrun avait voulu redevenir président, mais on demande à ne pas reprendre la Troisième République par référendum. Les Français veulent un nouveau régime. Et on élit une assemblée constituante qui est élue au début de l'année 1945. D'ailleurs, première élection nationale dans laquelle les femmes ont le droit de vote. Et dans cette assemblée constituante, qui est à majorité très à gauche, avec la SFIO, le Parti Socialiste, et le PC qui est la majorité absolue, doit écrire une constitution. De Gaulle s'en va, du coup, vu que la gauche est très en tête, et il propose une constitution qui est extrêmement à gauche, on va dire, dans laquelle l'Assemblée nationale a quasiment tous les pouvoirs. Alors la droite s'oppose, dit non, surtout pas cette constitution, et la constitution est rejetée par référendum en mai 1946. Du coup, il faut proposer une nouvelle constitution. De Gaulle fait le discours de Bayeux, dans lequel il réclame une constitution avec un pouvoir exécutif fort, avec un président qui a une prééminence sur le régime. Néanmoins, il réécrit une constitution parlementaire, qui sera la constitution de la 4ème République, dans laquelle le président a quelques pouvoirs en plus. Il peut dissoudre l'Assemblée sous certaines conditions, il va nommer le chef de gouvernement. Mais néanmoins, c'est quand même, comme vous le voyez ici, essentiellement le Parlement qui a l'essentiel des pouvoirs, et la constitution de la 4ème République est finalement approuvée dans un deuxième référendum à l'automne 1946. De Gaulle se retire, c'est le début de sa traversée du désert, il tentera le RPF, mais globalement c'est le début de sa retraite politique. Retraite provisoire. Bien sûr, et du coup, un régime politique qui est original, un régime parlementaire instable. Donc les élections ont lieu à la proportionnelle, du coup il faut 3 partis pour avoir la majorité, comme vous le voyez ici. Donc les gouvernements vont être des combinaisons de partis politiques changeantes, et comme vous le voyez également ici, les gouvernements ne durent pas plus d'1 an. Parce que les combinaisons changent, les cabinets changent, et le Parlement, l'Assemblée nationale, renverse systématiquement les gouvernements, et qui sont des jeux d'alliance. Alors, il y a 3 partis principaux, le MRP, qui est souvent allié, donc qui est plutôt à droite, allié avec la SFIO, qui est l'autre grand parti, et le Parti communiste ne fera plus partie du gouvernement parce qu'il se retire des gouvernements. Il peut soutenir certains gouvernements, mais il ne participe plus au gouvernement. Le Parti communiste qui est extrêmement fort dans ces années-là, qui fait de l'ordre de 20, 25, 30% des voix. Du coup, l'instabilité conduit dans la guerre d'Algérie à des difficultés. Le gouvernement Mollet, élu en 1956, ne durera par exemple qu'1 an et demi, et De Gaulle profite de cette instabilité pour critiquer ce régime. Et quand il arrive au pouvoir en 1958, quand il est nommé président du Conseil, la condition, c'est qu'on en arrête avec ce régime et qu'on fasse une nouvelle constitution. Alors, comme vous savez que De Gaulle est arrivé au pouvoir sur demande des Pieds Noirs d'Algérie et de l'armée française, principalement, qui appellent De Gaulle au pouvoir, et De Gaulle demande cette constitution et la fait écrire par son ami Michel Debré. Donc il a le plein pouvoir le 3 juin, et il fait écrire à Michel Debré cette constitution de la 5ème République, qu'il présente le 4 septembre 1958, dans un discours place de la République. Il lève les bras en V, levé 5 en chiffres romains, bien sûr, vous aurez compris, et il réclame la 5ème aux Français, et il leur soumet un référendum. Régime présidentiel, la 5ème, dans lequel le président de la République concentre l'essentiel des pouvoirs. Il est chef des armées, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut consulter le peuple par référendum, il est l'image de la France à l'extérieur. On a l'impression qu'on a un monarque présidentiel, il peut nommer le chef du gouvernement, il a l'essentiel des pouvoirs. Les Français approuvent De Gaulle et la Constitution. On ne sait pas très bien s'ils approuvent la Constitution ou s'ils approuvent De Gaulle, en tout cas très largement à 79%. Les Français votent pour cette Constitution. Et du coup on part dans un régime présidentiel jusqu'à aujourd'hui, et le régime va se présidentialiser. En 1962, De Gaulle réclame un nouveau référendum aux Français et dit qu'il veut que le président de la République soit élu au suffrage universel. Les Français lui répondent oui, à 62% en 1962, et De Gaulle sera élu président de la République française par les Français en 1965 face à François Mitterrand, parfaisant un régime qui légitime le président comme étant
étant finalement le centre du régime, il est élu, donc il est très légitime. Et pour 5 ans, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, ce que feront chaque président au début de leur mandat, s'assurant une majorité législative qui leur est favorable, d'autant que le scrutin n'est plus à la proportionnelle, mais majoritaire par circonscription, ce qui conduit à des assemblées dans lesquelles un seul parti politique domine l'Assemblée, comme c'est le cas aujourd'hui avec La République En Marche. À l'époque, c'est le mouvement de Gaulle qui domine l'Assemblée. Donc, de Gaulle met en place un régime pour lui. Et il va du coup avoir les coups des franches pendant une douzaine d'années, puisqu'il s'arrête d'être président en 1969, à la suite d'un référendum qu'il perd, et il va avoir une politique extrêmement autonome. La France va montrer son autonomie. Déjà, il refuse un approfondissement de la construction européenne, mais dans la guerre froide, il va jouer un peu la distance. Contrairement à l'allié américain, il va se distancier d'Israël, il va faire des déclarations, il va se retirer du commandement intégré de l'OTAN en 1966, il va faire des déclarations comme l'Europe va de Paris à Moscou. Donc là, on comprend bien qu'il veut montrer son autonomie dans la guerre froide. Néanmoins, il ne remettra jamais en cause fondamentalement le rôle de la France aux côtés des Américains, n'est pas un pro-communiste, et finalement, cette autonomie, au travers de grands projets qui montrent l'autonomie de la France, le Astérix en 1966, le satellite, également les poursuites de la recherche atomique et l'obtention de la bombe H en 1968. Bref, De Gaulle va poursuivre l'autonomie de la France, mais il ne faut pas non plus exagérer cette autonomie dans la guerre. Ce qui explique également ces changements, c'est la profonde mutation économique, sociale et culturelle de la France. En effet, la France de cette époque-là, c'est la France des 30 Glorieuses, et les changements économiques expliquent le changement de rôle international. En effet, l'économie française va tout d'abord se moderniser énormément avec la dynamique des 30 Glorieuses. Dans cette dynamique, la société de consommation naît, la France s'urbanise, et à la France des campagnes cède la France des villes. Mais surtout, la France s'industrialise énormément, notamment dans des technologies de pointe, et là, l'État va avoir un rôle d'aménageur et va augmenter son rôle dans l'économie. On a un État extrêmement proactif au travers de politiques de grands travaux, donc notamment en vue de développer le tourisme. Donc c'est le plan Neige, 1964, la mission Racine, qui va aboutir à la construction de stations comme la Grande Motte en 1967, donc qui vise à faire du Languedoc la Floride, donc c'est ça la Floride française dans le programme, et donc c'est des grands aménagements, aujourd'hui qu'on qualifierait d'anti-écologiques d'ailleurs, mais l'État est proactif, mais également des programmes industriels avec donc des sociétés qui sont nationalisées, comme le programme Caravelle, autour de la société Sud Aviation, qui est une société publique à Toulouse, qui est la mutualisation de plusieurs entreprises françaises de l'aviation, mais également le programme Concorde, tout un tas de programmes qui sont soutenus par l'État, et l'État est moteur dans l'économie pour faire de la France une puissance industrielle autonome. Et ça, il faut l'avouer que sous l'époque de De Gaulle, la France connaît certains succès dans ce domaine-là, dans le domaine industriel. Donc on a des gros groupes français publics qui deviennent des champions internationaux, donc Péchinet, bien sûr Renault, voilà, donc des entreprises qui sont à la pointe, qui sont modernes et qui promeuvent la technologie. Cette intervention de l'État dans l'économie se double d'une société qui change. Une société française qui se libéralise énormément, avec déjà une urbanisation très importante. La France de Gaulle est beaucoup moins rurale que la France de 1945, elle est beaucoup plus industrielle, mais également une France qui connaît une importante perte de la religion, et ça va être un recul important. En effet, le nombre de baptêmes s'effondre, les Français ne vont plus à la messe, et c'est après 58 à partir de 58, moins de 50% des Français vont à la messe, alors qu'avant, une large majorité y allait. C'est une crise des vocations en termes de nombre de prêtres, donc le poids de l'Église qui diminue, mais également de plus en plus de Français qui sont étudiants, qui habitent dans les villes, une augmentation de la demande de liberté sexuelle. On voit la Polna Révolution, c'est à la fin de Gaulle par exemple, et mai 68 va symboliser cette libération sexuelle et cette libéralisation des mœurs avec
une société qui est beaucoup moins, on va dire, puritaine, et sinon beaucoup moins conservatrice du point de vue des mœurs. Donc bien sûr, ce changement des mœurs, c'est aussi un changement de place de la femme dans la société, bien que le développement du travail des femmes se fera après les années 70. Cette société qui change, De Gaulle est paradoxalement assez en retard dans le régime de la 5e qu'il met en place, et c'est ce qui finalement précipitera sa cause au travers de mai 68. Et là, mai 68, il apparaît clairement en décalage, bien qu'il soit confirmé dans les urnes. En juin 68, il est confirmé, les gaullistes sont grandement confirmés dans les urnes, mais montre quand même décalage, et puis il est âgé, le général, à ce moment-là. Et du coup, il part du pouvoir en 69, et ça clôt notre période. La France a donc changé en 68. On est dans une France qui va très bien économiquement, qui a trouvé une autonomie, et tout cela grâce à un changement de régime politique, à une construction européenne dont elle est moteur, mais également à la sortie de la décolonisation, qui explique le changement de régime politique. Voilà pour la France des années 50 et 60. On continuera pour la France des années 70, mais ça, ce sera dans le thème 3 d'histoire. A bientôt pour un nouveau tuto.